Donc, live is starting. On voit que le et your live que dit notre outil. Donc, ça veut dire que, à mon avis, vous devez m'entendre et nous voir. Si vous pouviez me confirmer ça dans le chat, histoire que je n'ai pas l'impression de parler tout seul. C'est toujours un petit peu particulier comme situation. Je vois qu'il y a plein de gens qui nous disent hello, bonjour dans le chat. Donc, à mon avis, on a du monde. Je vois que le compteur continue à augmenter. Il y a Sybille qui nous dit OK. Nicolas qui nous dit que ça marche. Parfait. Tutto bene. Perfetto. On peut y aller. Bonjour à tous. Merci d'être ici et de venir voir cette petite présentation et ce webinaire qu'on a organisé tous les trois depuis quelques semaines. On est super content de vous accueillir. Voilà, c'est parti. Il est 12h02. Je vais peut-être pas tourner trop longtemps autour du sujet. Je vais commencer déjà à faire une petite présentation et à parler de tout ce qu'on va dire. Les personnes qui sont un petit peu retardataires prendront le train en route. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui nous a réunis, c'est l'alignement entre le code et les enjeux métiers. Je vais apprendre plein de choses parce que c'est vraiment une thématique sur laquelle je ne connais pas énormément de choses, mais je suis sûr que ça va être très intéressant. Un sujet qui a été réfléchi par Arnaud et Mathieu et qui ont déterminé une certaine logique qui va à partir de la partie métier pour comprendre comment définir et aligner les objectifs business avec les équipes techniques. Et on va aller ensuite sur la partie tech en expliquant comment transformer des modèles anémiques en modèles riches. C'est là où vous commencez à me perdre, les gars. Et en utilisant les patterns tactiques du DDD. DDD que j'avais vu qui avait été pas mal voté par les membres de la communauté crème, surtout sur le canal tech, comme un des sujets du moment. Donc, j'espère qu'on arrivera à vous intéresser, en tout cas à répondre à cette envie d'en savoir plus sur ce sujet-là. Et donc, pour parler de ce merveilleux sujet, j'ai invité deux intervenants. Je commence par toi, Mathieu François. J'espère. Oui, normalement, je ne devrais pas dire de bêtises. Je ne vais pas vérifier, comme on disait, mais normalement, il n'y a pas de surprise. Mathieu François, qui a passé 13 ans en Asie et qui est maintenant CPTO as a Service, qui aligne le business et la tech via un design organisationnel approprié, une delivery orientée impact, une forte culture produit numérique. Et tu m'as dit que même si tu codes toujours, tu vas quand même te focus essentiellement sur la partie métier aujourd'hui. Voilà, bienvenue Mathieu, merci d'être là et j'espère que je t'ai bien présenté, que je n'ai pas dit trop de bêtises. Soit tu nous dis un mot ici ou tu pourras nous dire pendant ta presse, comme tu veux. Et tu peux rentrer Arnaud après, donc je commence. Non, mais je disais juste, je vais présenter quand même Arnaud. C'était juste pour savoir si tu avais un petit mot à ajouter si jamais j'avais dit des bêtises. Mais ça a l'air de tout bien t'aller. Notre deuxième intervenant, je te laisserai ensuite la parole de Mathieu, c'est Arnaud Langlade. Pareil, j'espère que je le dis de la bonne manière. Arnaud qui se définit comme un artisan logiciel indépendant. Il a 2 casquettes, coaching et formation, ainsi que architecture logicielle. Et tu m'avais précisé aussi, donc je le précise, que Arnaud co-organise, c'est le co-organisateur d'Agile Pays Basque. Peut-être que tu nous en parleras un petit peu plus. Arnaud se concentrera sur la partie technique. Et bienvenue également Arnaud. Est-ce que merci. Vous dit J'en reparlerai pendant la presse où je reparlerai d'Agile Pays Basque et tout ça. Ouais. Très bien, parfait. On sent qu'il y a un petit accent du Pays Basque d'ailleurs qui traîne derrière. Un peu d'études, ouais. Et ensuite on termine avec cette intro à rallonge. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clément Leroux, je suis freelance comme beaucoup d'entre vous. Je suis spécialisé dans la création et gestion de communautés. Et je vous parle surtout aujourd'hui en tant que responsable de la communauté de Crème de la Crème. Et je pense que vous êtes beaucoup de Crème de la Crème, donc je ne vais pas passer 50 ans trop longtemps à vous présenter, mais Crème de la Crème qui est une communauté sélective de freelance française et qui connecte les grandes entreprises avec cette communauté de freelance certifiés. Voilà, j'ai tout dit pour commencer. Je crois qu'on s'est mis d'accord pour dire que vous pouvez poser vos questions tout au long de l'intervention
de Matt et de Arnaud, et on va les mettre de côté. Je pense que Mathieu, lui, répondra plutôt aux questions en fin. Arnaud, je pense aussi, on va faire un truc dans le genre. Après, si vraiment il y a des questions qui arrivent dans le flow et qui sont indispensables pour la compréhension, on les prendra. Mais n'hésitez pas, en tout cas, ce que je voulais dire, à poser vos questions dans le chat, à échanger entre vous dans le chat. On garde un œil sur tout ça. Et puis, je crois que j'ai tout dit, il n'y a plus qu'à y aller. Ah oui, si, je voulais vous dire, si jamais il y a des questions aussi qui vous paraissent vraiment très pertinentes, vous pouvez utiliser les petits emojis comme je fais sur le bonjour de Oumina, là. Par exemple, soit une petite flamme, soit vous pouvez choisir ça nous permettra, s'il y a beaucoup de questions, de pouvoir prioriser celles qu'on prendra en particulier. Voilà, j'ai été beaucoup plus long que ce que je pensais. J'ai un peu bavard ce matin. Je vous laisse la parole, les gars, avec Mathieu qui va commencer. Hop là, c'est parti, on a réussi. Merci Clément. Donc bonjour à tous. Alors avec Arnaud, aujourd'hui, on va couvrir un spectre assez large de pratiques qui va partir de l'organisation de l'équipe jusqu'à des sujets en apparence triviaux, mais qui ne sont pas, comme nommer les variables, par exemple. Alors, de quel problème parle-t-on ? Je suis sûr que vous avez déjà participé à ce genre de réunion, quel que soit votre rôle côté tech, analyste, designer, développeur, manager, etc. Vous avez certainement déjà été confronté à une incompréhension mutuelle avec le métier parce que les règles métiers sont mal définies ou plus complexes que prévu, ce qui génère des frictions, des malentendus, voire pire dans vos projets. Et donc, avec Arnaud, on va vous présenter une méthodologie qui permet justement d'adresser cet enjeu, d'aligner le métier avec la tech. Alors, j'imagine que vous connaissez tous Fight Club et les règles du Fight Club, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait, c'est pareil pour cette présentation, parce qu'avec Arnaud, on va vous présenter le Domain Driven Design. Alors, Domain Driven Design ou DDD dans sa forme abrégée. Alors, parce que le Domain Driven Design a une réputation relative de complexité, parce que de toute façon, le métier, eh bien, en fait, il s'en fiche de quelle méthodologie vous intéressez. Ce qui compte, c'est l'impact final sur le business. Eh bien, la première règle du Domain Driven Design, c'est « You do not talk about Domain Driven Design ». La seconde règle du Domain Driven Design, c'est bon, vous avez compris. Et d'ailleurs, nous avons appliqué ces règles parce qu'avec Arnaud, on a décidé de ne pas mettre l'acronyme DDD dans le titre. Voilà. Alors ici, il faut prendre design avec un D majuscule dans le concept le plus large, holistique du mot. Et même si vous n'êtes pas designer, il y a un livre de design que vraiment je vous recommande très fortement de lire, c'est le livre de Don Norman, où il présente vraiment avec une très grande clarté et humour les principaux, les principes du design, visibilité, mapping naturel, feedback, etc., qui s'appliquent à des objets physiques ou à des solutions logicielles. L'affordance, qui, si vous ne le savez pas, par exemple, c'est la faculté donc d'un objet à suggérer spontanément sa propre utilisation. C'est un mot français. Et ce qui nous intéresse pour la présentation aujourd'hui, c'est le concept d'image système. En fait, c'est la réalité. C'est le comportement externe et les mécanismes internes de notre solution logicielle. Et les modèles mentaux, en fait, l'image, la compréhension que ce sont tous les interlocuteurs de votre projet par rapport à l'image système. Et donc, vous avez bien sûr une image système par interlocuteur. Et justement, comme de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de mémoire partagée entre les cerveaux des êtres humains, en tout cas pas pour l'instant, eh bien, du concepteur jusqu'à l'utilisateur final, en fait, chacun va avoir ses propres biais, compétences, contextes, etc. Et va avoir une map mentale, un modèle mental plus ou moins divergent, en fait, de l'image du système. Et si je veux un peu forcer le trait, en fait, développer une solution logicielle, ce n'est pas générer du code, ce n'est pas générer des wireframes, c'est en fait aligner les modèles mentaux de tous les interlocuteurs de votre projet avec l'image du système. Et en fait,
cet enjeu d'alignement, c'est vraiment en fait la root cause du problème qu'on a cité lors de la réunion. C'est la root cause en fait du manque d'alignement qu'il peut y avoir entre les métiers et la tech. Rapidement, domaine, en fait, c'est tout ce qui est en rapport avec le métier. Donc, c'est les concepts, les règles, les processus, métiers, etc. Explicite et bien souvent, vous avez une partie implicite, voire culturelle, en fait, dans cet aspect du domaine qui peut présenter ses propres challenges. Rapidement, le domaine-driven design, donc c'est une méthode qui existe depuis 20 ans, qui a très bien agi, qui a très bien vieilli, qui est très agnostique par rapport à la technologie. Elle n'a pas connu le même buzz que, par exemple, le Agile, mais je dirais que, en particulier avec l'essor des microservices, en fait, il y a eu un regain d'intérêt pour le DDD, en particulier parce que le DDD avait déjà formalisé certains des bénéfices des microservices, par exemple, comment mettre en place des frontières physiques entre les différents domaines. Alors, le DDD, ce n'est pas une méthodologie monolithique, c'est-à-dire que c'est tout à prendre, tout à laisser. Et au contraire, avec Arnaud, on a une approche vraiment très pragmatique. On ne va pas vous faire une présentation conceptuelle théorique, on va aller droit à l'essentiel, on va des outils prêts à l'emploi tout de suite. Et aussi, vous allez me dire, oui, mais bon, moi, pour engager mon métier, etc., bah, je fais déjà du Agile, j'ai mes ateliers de User Story Mapping pour créer la compréhension protégée avec la compréhension partagée avec le métier, etc. C'est très bien, continuez à faire cela, mais vous allez pouvoir compléter, enrichir ce que vous faites avec certains des outils du DDD en fonction de votre contexte et adapté, bien sûr. Alors, une dernière chose, le DDD, ne l'injectez pas forcément dans tous vos projets. C'est vraiment intéressant quand vous avez un domaine, un métier complexe. Si vous avez un modèle très simple, ça Arnaud en parlera, c'est très probablement un overkill. Alors, de mon côté, je vais parler du langage du domaine, donc comment établir une compréhension partagée entre tous les interlocuteurs, comment définir les frontières entre domaines, prioriser et assigner les domaines, et minimiser le couplage. Donc, on va voir en fait l'architecture entre domaine et organisation des équipes. Alors, établir une compréhension partagée avec le langage du domaine. Alors, vous vous rappelez la première règle du domaine-driven design? Eh bien voilà, le terme consacré, donc je le mets ici pour vous, vos recherches ultérieures, mais n'utilisez jamais le terme ubiquitous language, ou langage omnipotent, qui même s'il est conceptuellement exact, en fait, c'est une terminologie qui va juste créer des réactions un peu étonnées vis-à-vis de l'interlocuteur. Donc, parlez plutôt de langage du domaine, de glossaire du domaine, de dictionnaire, etc. etc. Utilisez des mots communs. Donc, créer et maintenir un dictionnaire de votre domaine, en fait, ça a l'air très simpliste. C'est en fait capital et très souvent très sous-estimé. Pourquoi c'est si important que ça? Eh ben, en fait, même au sein du métier, en fait, beaucoup des fonctions au sein du métier, donc les sous-domaines, parfois n'ont pas du tout les mêmes compréhensions, les mêmes enjeux, alors qu'ils parlent des mêmes personnes. Par exemple, du point de vue du marketing ou du point de vue de la logistique, le client, ce n'est pas du tout quelque chose qui a les mêmes attributs, le même cycle d'état, etc. etc. C'est aussi, très souvent, le domaine est souvent beaucoup plus, au fur et à mesure de votre découverte de votre projet, est toujours beaucoup plus complexe que ce que vous pensiez. Et lorsque vous interagissez avec tous les interlocuteurs, si jamais vous décelez une ambiguïté, une incompréhension, surtout ne laissez pas de côté, il faut creuser parce que c'est très généralement le signal que en fait, vous avez soit un red flag, soit une opportunité pour en fait affiner votre modèle, votre compréhension modèle et améliorer la solution. Une fois que vous avez ce langage du domaine, propagez-le dans toutes vos interactions avec tous les interlocuteurs et dans tous les artefacts de votre projet jusqu'au niveau du code. C'est très important d'inciter vos développeurs en fait, de nommer leurs objets, leurs variables en utilisant la terminologie du domaine et pas la terminologie générique de votre framework, par exemple shipment, management, process, contrôleur, je ne sais quoi. Vraiment utiliser les termes du domaine. D'un côté, ça leur permet de comprendre mieux le domaine, ça permet de partager mieux le contexte du métier et inversement, quand ils ont des questions à poser au métier, leurs questions seront beaucoup plus précises. Alors, en plus, dans ce cas de figure, donc là, c'est un exemple en F# tiré d'un des livres que je recommande dans les appendices. Vous pouvez aller encore plus loin pour embarquer le domaine dans votre code. Par exemple,
Si votre langage supporte des types algébriques, ce qui est maintenant le cas dans la plupart des langages, eh bien, vous pouvez utiliser des types complexes pour en fait représenter les états des règles de votre domaine, ce qui fait qu'en fait les états impossibles de vos règles métiers en fait ne passent pas la compilation, tout simplement. Une étape très importante, bien sûr, c'est définir les étapes, les frontières entre les domaines. Donc là, je prends un exemple assez classique de e-commerce. Donc, supposons que dans vos discussions avec les différentes équipes, en fonction des spécifications fonctionnelles, non fonctionnelles, vous avez décidé de séparer le customer management, l'order management, le billing, le shipping. Et une chose très importante, c'est absolument normal de dupliquer certaines des entités entre vos domaines. Donc, client, on l'a vu, par exemple, ça n'a pas du tout les mêmes attributs, ça n'a pas du tout le même life cycle en fonction donc, du domaine concerné. À partir du moment où vous avez des interfaces bien définies entre vos domaines, c'est très bien de disparaître dans ce sens-là. Alors, cette carte, c'est vraiment une carte DDD, des domaines DD, au sens DDD. C'est complètement agnostique par rapport à la technologie. C'est-à-dire que derrière, ça peut être des microservices, ça peut être les modules de votre framework préféré. C'est votre choix d'implémentation. Et d'ailleurs, entre nous, monolithe, ce n'est pas forcément un gros mot. Vous pouvez très bien avoir un monolithe très bien modularisé. En fait, monolithe, c'est juste une unité de déploiement et c'est d'ailleurs conseillé pour commencer pour des déploiements plus simples. Donc, ça peut juste être des modules au sein de votre monolithe. Alors, une fois que vous avez identifié vos domaines, là, on va pouvoir engager le métier, le management pour des discussions un peu plus stratégiques avec certains outils. Donc là, j'ai parlé des Core Domain Charts. C'est assez simple. En X, vous avez la différenciation business. En Y, eh bien, la complexité du modèle. En haut à droite, en gros, c'est votre cœur de métier, c'est les domaines dits core. C'est là où vous voulez plus investir. C'est là où généralement vous allez faire du custom, du build. Inversement, à gauche, ça va plutôt être générique. Donc, vous allez plutôt favoriser du build, des solutions sur étagère, etc., etc. Et le supporting, les supporting domain, c'est un peu entre les deux. Souvent, c'est là que vous avez le legacy. Alors, appliquons notre exemple de e-commerce ici, et dans nos conversations, dans notre analyse, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment la user experience du customer qui est vraiment différenciatrice. Donc, voilà la situation, la classification. Par contre, la partie billing, c'est vraiment quelque chose de très classique. Donc, c'est vraiment un domaine générique. Ce qui signifie qu'on va plutôt investir, nous, nos efforts de développement dans le customer management et essayer d'utiliser des solutions existantes pour le billing. Alors, une fois qu'on a cette cartographie, on va pouvoir aussi analyser son évolution au cours du temps, ce qui va enrichir nos discussions lorsqu'on va décider de la roadmap. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer au cours du temps au fur et à mesure donc, de l'évolution de nos domaines, des features qu'on va rajouter. Supposons que dans le domaine de Customer Management, on rajoute de plus en plus de fonctionnalités marketing, du CRM, du mailing, etc., etc. En fait, on va complexifier de plus en plus le domaine, puisqu'on rajoute des fonctionnalités, mais en fait, on réinvente des choses assez classiques. On réinvente un peu la roue, ce qui fait que notre domaine devient de moins en moins un avantage compétitif. Donc, ça peut être intéressant de prendre des décisions quand, par exemple, on va décider de scinder nos domaines en deux. Donc, c'est ce qu'on fait ici. La partie vraiment pure marketing du customer management, on va la séparer. On va créer un domaine plus générique. Donc, on garde notre secret sauce, notre avantage compétitif dans la partie customer management. Et en fait, on va probablement pouvoir utiliser des services existants, une solution off-the-shelf pour le module marketing. Donc, voilà un exemple d'anticipation de la roadmap, d'évolution au cours du temps de vos domaines. Avec cette cartographie, on peut aussi décider de comment on va allouer les équipes en fonction donc, de l'importance relative des domaines, des types de compétences, etc. C'est d'ailleurs quelque chose de très recommandé parce que comme l'organisation de nos équipes en fait, influe de manière très importante la communication lors de la conception de votre solution, et bien en fait, il vaut mieux partir de la structure finale désirée de votre solution pour structurer les équipes et pas l'inverse. Donc, pour ceux qui connaissent la loi dite de Conway, en fait, c'est ce qu'on appelle une inverse Conway maneuver. Donc, c'est quelque chose qui est assez répandu maintenant de plus en plus dans le monde digital product.
Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est une vision simplifiée, hein, juste avec le nombre de personnes par équipe. Hein. On ne détaille pas les compétences respectives, etc. Donc, le customer management, ça va être une mini product team, mini feature team, avec par exemple un designer, un développeur front-end, un développeur back-end. Le marketing, eh bien, en fait, ça va être 2 personnes. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir un profil développeur. Ça peut être des gens avec un profil beaucoup plus digital marketing, puisque c'est une solution off-the-shelf. Et donc, les autres équipes, notez bien qu'il n'y a pas forcément une équivalence 1 pour 1 entre un domaine et une équipe. Là, on a notre intuition, c'était que les fonctionnalités de order management et de billing, en fait, sont assez proches. Donc, on va assimiler la même équipe. Alors, allons plus loin dans notre analyse de notre architecture logicielle et de comment on organisait les équipes autour de ces domaines, avec ce qu'on appelle des context maps. Donc là, cette fois-ci, on va voir les interfaçages et les modes de collaboration, donc les interfaçages entre les domaines et les modes de collaboration entre les équipes. Alors, un domaine est soit upstream, c'est-à-dire ou downstream. Upstream, il va imposer en fait son modèle, c'est-à-dire que c'est lui qui mène la barque en termes d'évolution du modèle, et le modèle downstream doit suivre, doit s'adapter, et inversement. Dans notre cas de figure, en fait, on voit que le customer management est complètement downstream de tous les autres modèles, parce qu'en fait, c'est un modèle plutôt d'agrégation et d'orchestration. Maintenant, rajoutons des interfaçages entre les domaines, donc j'y reviens dans un instant, et rajoutons aussi les équipes qu'on avait décrites précédemment. Et maintenant, faisons un peu une analyse de notre situation existante. Alors là, il y a un gros red flag, c'est que le order management et le shipping, qu'on a identifié comme des domaines séparés, d'ailleurs qui ont des équipes distinctes, eh bien en fait, ont un couplage très fort. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle une shared database. Donc c'est carrément un partage de bases de données, voire de tables. Donc vous savez bien que ça crée de grosses frictions dans l'évolution au cours de l'évolution des développements. Il va y avoir des conflits, il peut y avoir des divergences, etc. Donc là, ça, c'est très clairement un red flag. Il faut très probablement découpler ces 2 domaines en termes de tâches prioritaires. Alors, via différentes techniques, probablement du messaging entre les différents modèles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, le marketing, alors comme on avait dit que c'était une solution off-the-shelf, eh bien en fait, il y a une relation supplier-customer. Alors, comme nous, on est customer, en fait, ce n'est pas nous qui décidons du modèle. On ne peut qu'influencer par notre feedback, nos requêtes, un petit peu le supplier, mais on n'est jamais à l'abri en fait, de l'influence d'un customer beaucoup plus important que nous, ce qui fait que ça va propager des changements qui ne sont pas forcément ce qu'on désire. Une manière de se prémunir contre ça, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un anti-corruption layer, qui est une sorte d'adapteur entre en fait, ce que nous envoie le marketing, le domaine marketing, et nous, ce qu'on consomme. La relation entre le billing et le customer management, c'est une API, donc c'est ce que vous connaissez généralement avec les API publiques. Donc c'est généralement là pareil, c'est imposé, il faut suivre, mais généralement c'est quand même beaucoup plus stable dans le temps. Donc bon, on va dire que c'est acceptable dans ce cas de figure. Par contre, un petit commentaire, vous voyez que on avait affecté la même équipe entre l'order management et le billing. Finalement, il n'y a pas de relation directe entre ces 2 domaines. C'est peut-être pas le choix le plus pertinent. Enfin bon, c'est pas, je dirais, un point aussi critique que le couplage entre order management et shipping, mais gardez ça comme point d'attention. Donc voilà pour un teasing, une introduction très rapide d'outils, je dirais quasiment prêt à l'emploi. Pour la partie plus organisationnelle et interaction vraiment avec le métier, avec le management, ça peut vous donner un support conceptuel assez visuel et assez simple pour discuter avec vos managers et pour vraiment construire votre cas quand vous voulez proposer en fait des restructurations d'équipe ou des constitutions d'équipe. Donc, en termes où commencer, donc, pour ma partie, de toute façon, je pense que Clément partagera les liens. Très rapidement, alors moi, si vous voulez vous mettre au domaine Driven Design, moi, je ne vous recommande pas de commencer par les bouquins, parce qu'ils sont quand même assez hardcore, certains. Il y a un site GitHub qui est en fait une sorte d'agrégateur de toutes les pratiques, qui est vraiment très bien, là, le DDD Starter Modeling Process. Commencez là, si vous êtes intéressé par le sujet. Je pense que c'est très bien.
Il y a un livre que moi qui m'a beaucoup marqué, c'est le Domain Modeling Made Functional. Alors, même si vous ne faites pas de F#, même si vous ne faites pas de programmation fonctionnelle, c'est un livre qui vraiment vous montre comment vraiment embarquer le domaine le plus possible dans votre code. Ensuite, il y a donc on a parlé beaucoup de concepts, de cartes, etc. Il y a quand même derrière beaucoup de facilitation à faire avec tous les gens du métier, toutes les différentes fonctions. Et en fait, au cours du temps, c'est créer une sorte de famille de workshops qui s'appelle le Event Storming, qui permet d'agir à différents moments du processus DDD, qui est vraiment un très bon format de workshop pour supporter ce qu'on vient de citer. Et un dernier livre sur les team topologies, si jamais vous êtes plus intéressé par comment organiser vos teams en fonction de vos besoins, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin du call ou sur le Slack de la crème ou directement en LinkedIn. Voilà, je vous remercie. Arnaud, c'est à toi. Yes, alors, ouais, nickel, on est bon. J'ai pris la main. Merci, Matt. Je te coupe la parole 2 secondes, Arnaud, le temps que tu te prépares. Mais merci beaucoup. Ouais, en effet, il y a eu une question. Je crois qu'Arnaud, en plus, a commencé à y répondre. Pierre, on prendra la question à la fin. Mais en tout cas, merci pour la super intervention, Matt. Et super quali. C'était très appréciable. Arnaud, je te laisse la main. Ok, bonjour à tous. Donc là maintenant on va rentrer un peu plus dans la technique parce qu'on va rentrer un peu plus dans le code et vraiment comparé à ce que Matt a présenté, on est vraiment beaucoup plus bas et on va se rapprocher beaucoup plus de la technique. Et on va voir comment transformer un modèle anémique en modèle riche grâce à des patterns tactiques du DDD. Alors franchement, des patterns, enfin le DDD, il faut le voir comme une boîte à outils comme Mathieu le disait. Là, on va en voir que certains et ça va nous aider justement à créer des modèles riches. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Arnaud Langlade, je suis indépendant, donc je vis dans le Pays Basque, effectivement. Si vos équipes ont besoin d'aide, je peux intervenir en tant que coach technique ou architecte logiciel, et depuis peu aussi formateur. Je suis co-organisateur de l'Agile Pays Basque, et ça tombe bien parce que Mathieu a parlé de certains bouquets du DDD, et celui-là, il a été caché parmi plein de bouquins, et on peut voir qu'une personne qui l'a écrit, c'est Nick Thune. Et Nick Thune sera parmi nous le 6 et 7 septembre prochain pour Agile Pays Basque, où justement il fera un talk avec Max Sanglan-Charlier sur le DDD. Donc les places sont en vente. Si vous voulez saisir l'occasion de voir Nick et Max, c'est le moment. Si vous voulez me contacter sur les réseaux sociaux, vous avez mon username, je suis facilement trouvable. Il y a déjà pas mal de temps, j'ai fait partie d'un projet open source qui s'appelait Silus. En gros, c'était un framework e-commerce. Et j'ai principalement contribué sur ce qu'on appelait le resource bundle. En gros, c'était le bundle qui gérait vraiment tous les crudes de l'application. Et ça tombait hyper bien parce que à ce moment-là, je travaillais dans une grosse web agency et on me demandait vraiment de shipper des projets à la chaîne et ce bundle m'a vraiment aidé. En fait, je shippais des petits projets qui, en gros, étaient des applications crudes. Un CRUD, c'est quoi? C'est tout simplement une application qui va permettre de pouvoir créer une ressource, la lire, la mettre à jour et la supprimer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous parler des modèles anémiques. En général, quand on fait une app CRUD, ce qu'on fait, c'est qu'on va, manipuler via ces actions un modèle anémique. Qu'est-ce que c'est un modèle anémique? C'est tout simplement une classe qui va avoir 0 comportement. Ça va être une liste de propriétés qui va être du coup accessible via des getters et on va les modifier grâce à des setters. Et pour modifier en gros ce modèle anémique, il va falloir qu'on définisse tout un tas de services qui en gros va manipuler cette structure de données. Et la dernière étape, il va falloir qu'on valide à chaque fois qu'on manipule cette structure de données grâce à des composants de validation, qu'on valide que le modèle anémique est bien dans un état cohérent. À partir de ça, j'ai eu envie de changer et découvrir d'autres choses. Donc, j'ai incorporé la core team d'Akeneo. Akeneo, c'est un éditeur logiciel qui développe un PIM. Alors, PIM, ça veut dire Product Information Management. Et si on simplifie un peu ce que c'est tout simplement, on peut voir ça comme un gros catalogue produit qu'on va gérer.
Et là, on pourrait se dire, tiens, mais un PIM, on crée des produits, on lit des produits, on met à jour aussi ses propriétés, on peut les supprimer. On pourrait se dire, tiens, mais c'est un énorme CRUD. Mais au final, en fait, avec le temps et l'expérience, je me suis vraiment aperçu que c'était une application hyper complexe, hyper orientée métier. Et je me suis rendu compte que juste suivre les guidelines de mon framework préféré ou des librairies qu'on utilisait comme notre ORM préféré, c'était grandement problématique. Et aussi, le fait d'utiliser des modèles anémiques pour designer des problèmes métiers complexes, clairement, c'est assez compliqué. Parce que les modèles anémiques, en fait, ont leurs limitations. On ne peut pas garantir les invariants métiers. Les invariants, ça va être toutes les règles métiers. Et comme je le montrais tout à l'heure, on est toujours obligé d'utiliser ce petit fameux validateur pour garantir que quand j'ai muté mon modèle anémique, il est toujours dans le bon état. Ça, c'est problématique. Et vu que c'est juste qu'une structure de données, c'est quand même compliqué de décrire le métier et les problématiques métiers qu'on veut résoudre. Parce que tout simplement, un modèle anémique, ce n'est pas un objet, c'est une structure de données. C'est une liste de propriétés qu'on va muter, qu'on va récupérer. Mais du coup, qu'est-ce qu'un objet? En fait, un objet, c'est la combinaison de deux choses. Un état et du comportement. L'état, en fait, si on fait l'analogie par rapport au modèle anémique, c'est un peu le modèle anémique, la structure de données, mais qui reste interne à l'objet. Et le comportement, ça va être justement le moyen de dialoguer avec l'objet, toutes les méthodes publiques qu'il va exposer. Et c'est là que justement les patterns tactiques du DDD vont nous aider pour transformer notre modèle anémique en modèle riche. Et là, on va parler des entités, des value objects et des agrégats. Et ça reste une toute petite partie du DDD, on est d'accord. On va commencer par parler des entités et des value objects. La grosse différence entre ces deux choses, c'est qu'une entité est identifiable, tandis qu'un value object ne l'est pas. En général, pour vraiment expliquer la différence et faire comprendre vraiment les différences entre ces deux choses, on utilise la petite histoire du billet de banque. En fait, si j'emprunte 10 € à quelqu'un, cette personne va s'attendre à ce que je lui rende ces 10 €. Et lui, il va s'attendre à ce que je lui rende un billet de 10 €, peu importe le billet de 10 € que je vais lui rendre. Tout simplement parce que ce qui l'intéresse, c'est la somme. Et donc ça, c'est le cas du value object en fait. C'est quelque chose qui n'est pas identifiable. Je peux lui rendre n'importe quel billet de 10 € tant qu'il a la somme. Tandis que si on veut illustrer l'entité, si je me place d'un point de vue du système bancaire, la banque centrale, à chaque fois que la banque centrale va émettre un billet de 10 €, il va avoir un numéro associé à ce billet de 10 €. Donc, tous les billets du point de vue du système bancaire sont différents. Et là, c'est le cadre d'une entité. En gros, ce billet est une entité parce qu'il est identifiable. Alors, du coup, une entité, en plus d'être identifiable, c'est quoi? Ça va être un objet, forcément, du coup, un modèle riche parce qu'il va il va se focaliser sur vraiment le comportement, sur le métier. Ça ne va pas être juste une structure de données. Si on veut le comparer, on va utiliser l'identité. On utilisera les identités des entités pour les comparer. Et il va surtout nous permettre de pouvoir garantir tous les invariants, c'est-à-dire toutes les règles métiers. Tandis qu'un VO, lui, ne va pas être du coup identifiable. Si on veut le comparer, on va comparer les deux states des deux objets. Forcément, ça reste un objet, donc il va exposer du comportement. Ça va pas être juste une structure de données. On ne pourra pas construire un VO dans un état invalide et il est immutable. Et ce qu'on fait en général, enfin même tout le temps, c'est qu'on utilise les VO pour décrire les propriétés de nos entités. L'agrégat dans tout ça, en gros, ça va être un ensemble d'objets qui va représenter un concept métier. Et ces objets, en fait, on va faire une grappe d'objets qui va être composée d'entités et de value object. Donc forcément, si on commence à parler de DDD et si on veut commencer à faire des modèles riches, il faut forcément du métier. Tout à l'heure, je le disais, quand je travaillais dans une web agency, typiquement, je faisais des interfaces sur une base de données. Là, il y a peu d'intérêt d'utiliser tout ce que je vais vous présenter. Autant utiliser les outils qui vous permettent de faire ça très rapidement. Parce que là, quand on veut vraiment travailler sur des applications métiers, il faut vraiment se nourrir du métier et avoir une discussion
avec l'expert du domaine ou à minima votre product manager s'il représente la connaissance métier. Et ça, on peut le faire effectivement, comme Mathieu l'a dit, grâce à des events storming, où ça va permettre justement de pouvoir modéliser des process métiers complexes. Et si on suit toutes les étapes, on peut carrément aller jusqu'à commencer un peu à coder, si on veut, avec des post-it. Il y a un autre atelier qui est hyper intéressant, c'est l'example mapping. En fait, là, on va descendre au niveau de la story, c'est-à-dire qu'on va illustrer toutes les règles métiers d'une story. Et ça va permettre, dans les deux cas, les deux ateliers, d'avoir les tech et les non-tech au même endroit pour pouvoir justement les faire discuter et aligner vraiment les deux. Et typiquement, ça va permettre de pouvoir, en plus d'aligner vraiment les deux, commencer à faire émerger l'ubiquitous language, qui est en gros le langage que les tech et les non-tech vont partager pour décrire le domaine applicatif. Donc, dans les exemples de code qu'on va voir sur le reste de la presse, en fait, on va voir qu'on va créer une petite app, enfin, ou du moins, ce code pourrait être utilisé pour une app où justement, on a une carte, on veut mettre des marqueurs dessus. On peut joindre des médias à la map ou on peut joindre des médias aux marqueurs. Les marqueurs ont forcément des propriétés, etc. Alors, ça reste assez basique, mais c'est pour l'exemple. Alors, avant de rentrer dans le code, on va quand même prendre un peu de hauteur et on va voir comment on peut réfléchir à designer notre agrégat. Ici, toutes les petites boîtes représentent tout ce que je vais avoir besoin pour représenter mon agrégat map. Donc, on peut voir qu'il y a 3 entités, la map, les médias et les marqueurs. J'ai besoin de ces 3 choses parce que j'ai besoin qu'elles soient identifiables. Typiquement, la map, à un moment ou à un autre, en fonction de son identité, je vais la récupérer pour pouvoir faire des actions dessus. Et une fois que j'ai récupéré ma map, si je veux effectuer des actions sur le marqueur, que ce soit par exemple le bouger, le supprimer, modifier ses propriétés, il va falloir que je sois en capacité de pouvoir le récupérer. Donc, j'ai besoin de l'identifier. Pareil pour les médias. Si je veux lier un média à un marqueur, si je veux le supprimer, je dois le récupérer. C'est pour ça que ces 3 choses sont des entités, parce qu'elles ont besoin d'être identifiables. À partir de là, en fait, si on prend un use case assez simple, je ne veux pas que le nom de ma map ou le nom du marqueur soit vide. Dans ce cas-là, je vais décrire cette propriété via un value object. Et je ne pourrai pas en gros instancier ce value object si le nom qu'on m'a donné est vide. Un autre exemple, la localisation d'un marqueur, je veux l'exprimer en, je crois que c'est par exemple, des degrés décimaux. Je veux garantir que ma latitude et ma longitude ont le bon format, c'est-à-dire la latitude entre moins 90 et 90 et la longitude entre moins 180 et 180. Et ça me permet de commencer à décrire le comportement de chaque propriété. Après, rien n'empêche d'utiliser des primitives pour toutes les propriétés entre guillemets de vos entités qui n'ont pas de comportement. Alors ici, il ne faut pas avoir un pattern sur le fait que toutes les primitives utilisées sont des idées. C'est clairement pour l'exemple. Moi, ce que j'ai tendance à faire maintenant de plus en plus, et surtout quand je commence sur des choses from scratch, c'est ne pas chercher à introduire tous les VO au début, mais commencer par des primitives et en fonction du moment où tous les use cases arrivent, transformer mes primitives en VO, etc. en fonction des entrées. Après, il y a des gens qui aiment bien mettre des VO partout parce qu'ils considèrent que ça introduise du vocabulaire, etc. Moi, là-dessus, je n'ai pas d'avis tranché. J'ai tendance plutôt à prendre les choses telles qu'elles viennent et être plutôt pragmatique. La dernière chose dont je vous parlais, c'est l'aggregate root. En gros, ça va être la racine de votre agrégat. Ici, c'est l'entité map. Et en gros, ce qu'il faut voir, c'est que ça va être le point d'entrée pour manipuler tout l'agrégat. D'un point de vue du dev, il va toujours parler avec la racine de l'agrégat. Et pour lui, tout ce qui est derrière, c'est un détail d'implémentation. Et ça, potentiellement, ça permettra de garantir que l'agrégat est dans un état cohérent. Typiquement, si à chaque fois que j'ajoute un marqueur sur la map, je veux calculer le viewport, c'est-à-dire le carré dans lequel tous les points sont, typiquement, si je m'amusais directement à modifier un marqueur du style je le bouge à tel endroit, je ne recalculerai pas ce viewport-là. Donc ça, c'est pour ça que c'est toujours important de passer par la racine et ça va garantir que toute la grappe d'objets est dans un état cohérent. Avant de travailler avec des agrégats, j'avais tendance à suivre justement les petites guidelines de mon ORM.
et qui me disait, tiens, il faut faire tout un tas d'entités, tu peux les lier par référence, et au bout d'un moment, on arrivait à un graphe d'objets qui était quand même assez conséquent. Bon là, vu que l'application est assez simple, il n'y a pas beaucoup d'objets. Le problème avec ça, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si j'ai besoin d'usiner une map, quand je travaille par référence, ça veut dire que j'ai obligatoirement besoin de médias marqueurs et d'un cartographe. L'avantage de l'agrégat, c'est que ça va vous permettre, d'un point de vue business, toujours le business, de découper ce graphe d'objets en plus petites choses. Et c'est toujours plus simple de travailler sur des petites choses qu'un gros ensemble. Et pour éviter qu'elles soient couplées les unes aux autres, enfin que les agrégats soient couplés les uns aux autres, en fait, au lieu d'utiliser des références entre agrégats, on va plutôt utiliser des liens par idée. Ce qui fait que maintenant, ici, si j'ai besoin d'une map, je ne suis plus obligé d'usiner un cartographe. Quelque chose qui est aussi hyper important sur les agrégats, c'est qu'on associe l'agrégat avec une notion de transaction. Ici, le cartographe, c'est simple. C'est je change mon cartographe, je veux persister mon cartographe. Vu qu'il y a une entité, c'est soit tout se passe bien, on valide, on persiste les changes, soit on rollback. Mais c'est un peu différent sur la map. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 entités qui composent cet agrégat. Et ici, si tout se passe bien, là, dans ce cas-là, je persisterai les changes. Mais par contre, si il se passe un problème sur l'une des 3 entités, et dans ce cas-là, je vais rollback tous les changes sur l'agrégat parce qu'en fait, je ne veux pas persister mon agrégat dans un état incohérent. Donc, vu que maintenant on travaille avec des modèles riches, on n'a plus besoin de getter-setter. On va plutôt définir une API publique qui correspond vraiment au métier. Donc, ça, c'est toutes les discussions qu'on aura eues avec notre product manager, les experts du domaine. Typiquement, on va potentiellement avoir un constructeur nommé qui permet d'initialiser la map. Ma fameuse méthode addMarker qui me permet d'ajouter des marqueurs, parce qu'on veut quand même ajouter des marqueurs sur la map. Par exemple, une méthode Share with Friends pour partager la map à des amis. Et là, on peut voir qu'on utilise l'idée du cartographe et pas la référence du cartographe. Et tout un tas de méthodes en fonction de tous les use cases que vous voudrez traiter. Ce qui va changer aussi avec les modèles anémiques, c'est que quand on a un modèle anémique, on a tout un tas de setters qui permettent de les muter. Et on sait, en fonction du case, comment savoir quel setter je dois appeler. Là, l'avantage, c'est qu'avec un modèle riche, on a une méthode qui déjà est explicite et elle dit ce qu'elle fait. Et à l'intérieur, en gros, on va faire toutes les actions nécessaires. Ici, je veux ajouter mon marqueur à la liste de marqueurs, calculer mon nouveau viewport, etc. Et on n'a pas non plus besoin de setter pour créer un objet. Surtout si on fait de la PO, on a des constructeurs. Et un constructeur, c'est fait pour usiner un objet. Il y a des langages qui permettent de pouvoir définir X constructeurs. Donc, la possibilité de créer votre objet dans X cas. Par exemple, ici, c'est du PHP qu'il y a au niveau de l'exemple. On ne peut pas créer plusieurs constructeurs. Mais vous avez la possibilité justement de créer ce qu'on appelle les constructeurs nommés. Un constructeur nommé, c'est en gros, c'est une static factory qui permet d'usiner votre objet. L'avantage en plus, c'est qu'il est nommé. Donc, il est beaucoup plus explicite que potentiellement juste un constructeur. Et après, vous avez plusieurs types de constructeurs. Le constructeur primaire, en général, c'est le constructeur qui va vous permettre de pouvoir mettre votre objet, construire un objet dans n'importe quel état, parce qu'il va prendre toutes les propriétés que vous allez encapsuler et du coup, il vous permettra de créer dans n'importe quel état votre objet. Et les constructeurs secondaires qui vous permettront de créer vos objets dans des états spécifiques. Typiquement, quand je crée ici ma map, ma map est créée sans marqueur. Du coup, je n'ai pas besoin de spécifier la liste de marqueurs en paramètres. Je l'instancie directement dans la static factory. Ah, j'ai oublié de faire dépiler. Et il n'y a pas spécialement besoin de getter non plus. Parce que le problème des getters, c'est qu'on va directement accéder au state de l'objet. Et quand on utilise des getters, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on casse l'encapsulation. L'encapsulation, c'est le fait de garder le state de votre objet vraiment privé. Alors, pour éviter de casser l'encapsulation, typiquement, si on prend un use case, je veux trouver le marqueur le plus près d'une localisation donnée sur la map. Quand on casse l'encapsulation, on va définir une méthode getMarker qui va directement accéder à l'état de votre objet et l'exposer au reste du monde. Le problème avec ça, c'est qu'à partir du moment où vous exposez l'état de votre objet et que ce getter va être utilisé un peu partout dans votre application, quand vous allez vouloir refactorer l'état interne de vos objets,
potentiellement faire passer la liste de marqueurs d'un tableau à un value object, mais ça voudra dire qu'il faudra réécrire, enfin, ou refactorer l'utilisation de ce marqueur pour la rendre compatible avec le changement d'état. Et ça, du coup, ça ne va pas vraiment faciliter vos refactos. Et pour éviter ce type de problème-là, on peut appliquer le principe tel dont task, c'est-à-dire qu'on va demander à l'objet de faire quelque chose au lieu de récupérer les données pour faire quelque chose à sa place. Et la solution à cette problématique-là, c'est typiquement, on peut définir une méthode findClosedMarker qui va se charger de récupérer le marqueur le plus proche, peu importe comment est structuré l'état de notre objet. Comme je le disais un peu plus tôt, vu qu'on utilise des VO pour représenter nos propriétés, ça nous permet de pouvoir garantir les invariants. Typiquement, le name ici, je ne peux pas le construire s'il est vide. Mais on peut aussi avoir une discussion avec le PEM en disant, si par exemple on veut stocker ça si c'est une chaîne courte, on peut très bien utiliser un varchar côté DB. Et s'il n'y a aucun souci avec le métier sur la longueur, enfin s'il n'y a pas de souci sur le fait que la longueur ne doit pas excéder 255 caractères, on peut avoir une discussion avec lui et dans ce cas-là aussi exprimer cette règle-là. Après, il ne faut pas que ça soit drivé par le fait qu'en DB, on a utilisé un varchar. Il faut vraiment que toujours tout vienne du métier. Et si on passe sur la location, là, pareil, ça suit les règles de validation que je vous ai exprimées tout à l'heure. Et chaque VO peut aussi, en plus de valider les informations, peut exposer justement du comportement. Là, pour l'instant, on est sur des cases assez simples. Dans nos entités aussi, on peut garantir les invariants. Typiquement, si notre Product Manager ne veut pas qu'on ajoute 2 fois le même marqueur ou un marqueur sur une location spécifique, dans ce cas-là, on peut garantir dans la méthode addMarker que s'il y a un marqueur qui existe déjà pour la location donnée, on throw une exception. Et ça permet justement de pouvoir respecter tous les invariants. Et dès que globalement une propriété peut avoir de la logique, on peut créer des VO pour extraire toute cette logique-là. Typiquement, la liste de marqueurs, on peut très bien commencer avec un tableau, mais plus les cases vont arriver, et en fait, plus ça va être compliqué. Donc, c'est toujours mieux d'extraire ça dans un VO. Ça va vous permettre en plus de pouvoir tester votre VO et seulement tester le fait que vous gérez bien la collection de marqueurs, le fait de pouvoir ajouter, supprimer, vérifier qu'il n'y a pas un marqueur sur cette location, etc. Il y a aussi un problème avec les modèles anémiques, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe dans l'application. Pourquoi? Parce qu'en fait, un modèle anémique, c'est une structure de données. Et maintenant, on a tout un ensemble de composants du style les composants de formulaire, tout ce qui va être gestion des formes, les sérialiseurs, où on prend une source de données, on les bind sur notre structure de données, et c'est tout, quoi. Et le problème, c'est que en faisant ça, en fait, on ne peut pas avertir le reste de l'application de ce qui se passe et surtout de ce qui se passe d'un point de vue métier. L'avantage, quand on utilise des modèles riches, c'est qu'on va pouvoir collecter des événements sur nos agrégats. Typiquement, la méthode addMarker, au moment où je vais l'appeler, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir usiner un événement qui va décrire ce qui s'est passé. Ici, le marqueur added. Et une fois que j'aurai validé mon use case, je vais pouvoir récupérer sur mon agrégat, en gros, tous les événements, tout ce qui s'est passé, dispatcher ces événements et en gros prévenir le reste du monde de ce qui s'est passé. Ça permettra à des équipes qui gravitent autour de vous de potentiellement écouter tous les événements qui ont été dispatchés et potentiellement réagir et faire des choses de leur côté. Mais ça peut aussi vous permettre à vous de pouvoir réagir. Typiquement, votre PM dit je veux notifier tous les cartographes qui peuvent éditer la map qu'un marqueur a été ajouté, mais ce n'est pas quelque chose qui est essentiel, c'est un plus. Donc, vous pouvez gérer votre logique qui est on ajoute le marqueur sur la map, on throw notre petit event, on dispatche notre petit event une fois que le use case de l'ajout est bien géré, et vous pouvez écouter cet événement, y réagir en envoyant les notifications, et donc, du coup, ça va rendre votre application plus facilement évolutive. Et si on regarde d'un peu plus près à quoi ça correspond, un événement, typiquement, ça ressemble à un modèle anémique ou tout au moins un DTO. Ça va être juste, en gros, son nom qui va porter de l'information et on va récupérer toutes les propriétés intéressantes pour construire notre event. Et dans la méthode, par exemple, addMarker, pour poursuivre l'exemple que j'ai pris,
On exécute tout ce qu'il faut et à la fin de l'événement, enfin à la fin de l'exécution, on va usiner l'événement et on va le stocker dans un tableau. Ce qui est important ici, c'est qu'il ne faut pas dispatch à ce moment-là les events parce que potentiellement, si vous avez cette première action qui a ajouté des marqueurs et dans votre use case, vous avez une autre action qui échoue, si vous dispatchez votre event marqueur added à ce moment-là, vous allez envoyer une information qui est fausse. Il faut vraiment valider votre use case et à la fin de votre use case, vous pouvez dispatch tous les événements pour prévenir le reste de l'application de ce qui s'est passé. Si ce sujet vous intéresse, j'ai une formation justement sur le DDD tactique et l'archi-exa. Le DDD tactique, en gros, ça va permettre de pouvoir créer des modèles riches et donc du coup, pouvoir travailler sur des applications vraiment métiers, sortir des modèles anémiques. Et l'archi-exa, en fait, ça va vous permettre de pouvoir construire des apps avec des bases, des fondations solides et vous permettre surtout de facilement tester votre code. Cette formation est disponible dans le catalogue Hack Your Job. L'avantage de Hack Your Job, c'est qu'ils sont certifiés Calliope, donc ça peut vous permettre de pouvoir financer ces formations. J'en ai fini. Maintenant, si on peut passer aux questions pour les gens qui en auraient. Et hop, je nous remets sur le live. Écoute, merci beaucoup Arnaud. J'avais mis un petit lien, je ne sais pas si c'est le bon dans le chat qui parlait de ta formation également. En tout cas, vous avez aussi le QR code. Alors, il n'y a pas eu énormément de questions pendant que tu parlais. J'ai deux hypothèses. Soit les gens étaient tellement concentrés qu'ils n'ont pas eu le temps de poser leurs questions. Et dans ce cas-là, je vous incite à le faire là maintenant. Soit c'était d'une clarté limpide et en fait, il n'y a pas forcément besoin de questions. Non, mais, on va appliquer l'esprit Fight Club. C'est aussi ça. C'est ça. N'hésitez pas à faire vos petits retours. Je sais qu'il y avait une question pour toi, Matt, au début, qu'on va pouvoir reprendre. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Même si vous n'avez pas de questions, réagissez un petit peu sur ce que vous en avez pensé. Pendant ce temps-là, moi, je remonte et c'était une question de Pierre. Je crois qu'Arnaud avait commencé à y répondre. Pierre et Arnaud ont répondu. Donc comment structurer okay, très bien. Voilà, la question est un peu longue, elle n'arrive pas à passer entièrement. J'ai voulu faire quelque chose d'impressionnant, mais au final, ça ne marche pas. Donc, en gros, donc si on enlève les jargons, et donc l'idée, c'est on veut, dans l'idéal, coller la structure des équipes le plus près possible de l'organisation des domaines. Donc, plusieurs choses. Alors, Arnaud, je suis assez d'accord avec sa réponse. Alors, il faut bien comprendre que la séparation des domaines, l'identification des domaines, c'est un processus qui est très itératif, qui va changer au cours du temps. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est pas attendu que vous ayez la bonne structure d'équipe ou la bonne structure de domaine dès le début. Gardez votre bon sens. Et surtout, il y a aussi plein d'autres considérations dans la structure. L'organisation de l'équipe, c'est un sujet à part entière. Il y a bien sûr beaucoup d'autres considérations, les compétences, la localisation, etc. Les chaînes de reporting, les budgets, etc. Et j'en passe. Donc là, moi, j'ai donné un élément de structuration d'équipe, vraiment de la partie du point de vue DDD. Je rajouterai aussi qu'il y a ça dépend ce qu'on appelle départ de projet. En fait, il y a 2 points de départ. Soit on part vraiment d'une page blanche. Et dans ce cas-là, on va généralement être dans une phase plutôt discovery. Et effectivement, il vaut mieux être simple. Et c'est au fur et à mesure d'évolution de nos validations clients, etc., qu'on va commencer à voir qu'est-ce qui a du sens à regrouper. Et donc, par la suite, structurer les équipes en fonction. Ou on part d'un existant, très souvent un bon gros monolithe ou quelque chose qui s'approche. Et donc, surtout, ne commencez pas avec un Big Bang. Faites vraiment pareil de l'itératif pour commencer à découpler les domaines qui ont besoin de bouger le plus possible, etc. etc. Et aussi, n'oubliez pas la partie, quand vous partez d'un existant, dans la structuration des équipes, la connaissance du contexte, l'expérience du métier, jouer aussi. C'est vraiment un des facteurs importants pour constituer vos équipes. Et par exemple, quand vous commencez à séparer des domaines, c'est intéressant tiens, c'est comme ça peut être aussi une bonne manière de
propager de la connaissance et du contexte entre les domaines en jouant sur la constitution des équipes. Donc, ce n'est pas apprendre à la lettre, c'est plus des drivers pour cette décision qui est toujours complexe. Bah, limite, pour rebondir là-dessus, moi je suis assez d'accord sur le côté autant pas parler du DDD, surtout quand on commence. Oui. Si on commence sur un projet, le plus simple, c'est si tu es moins un expert du domaine ou un PM, c'est vraiment discuter, s'aligner, passer du temps là-dessus. Essayer d'organiser potentiellement votre app, surtout si c'est from scratch d'un point de vue métier, pour que ça soit, que ça parle vraiment à tout le monde. Et le next step, c'est à partir du moment où vous allez grossir vos équipes, vous allez pouvoir appliquer en gros tout ce que Mathieu vous a dit. Parce que l'intérêt de ça, en fait, c'est à partir du moment où il y a vraiment une équipe qui grossit. Parce que si vous restez à 4 dessus, potentiellement, si vous avez quelque chose de rangé d'un point de vue métier, ça pourrait marcher, quoi. Mais à partir du moment où vous faites grossir une équipe, là, il y a d'autres problématiques. On ne peut plus travailler à 20 sur un monolithe. Moi, clairement, ça m'est arrivé. On travaillait à 20 sur monolithe qui était déjà orienté technique et qui était totalement couplé. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je modifiais un morceau de code de mon côté. Du coup, je cassais le code qu'un autre utilisait de son côté. Et du coup, en fait, on ne pouvait plus scaler l'équipe. Et ça, dans une startup, ce n'est pas spécialement voulu. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, on était plutôt en mode legacy, c'est-à-dire que, legacy, il y avait déjà un monolithe. Donc, on a commencé justement à faire un travail avec les PM, etc., pour identifier tous les sous-domaines, voir comment après on pouvait construire notre context map, la fameuse carte, et justement réorganiser la code base d'un point de vue métier, et après à faire un travail de est-ce qu'on peut placer des équipes, comment on peut placer les équipes, etc. Parce que le fait d'avoir une équipe one-one entre un BC une équipe sur MBC, c'est bien qu'on a autant d'équipes que de BC, mais dans la vraie vie, en général, c'est pas tout le temps le cas. Donc après, il y a pas mal de considérations là-dessus. Et là, c'est un sujet assez complexe, mais on est sur des problématiques où on veut scale des équipes. Et donc ça, c'est des problématiques qui arrivent au bout d'un moment, quoi. Je pense qu'il y a une autre question pour toi, Arnaud. Yes, vous placez alors, dans le DDD, pour moi, c'est deux choses différentes. Le DDD, c'est une boîte à outils. Il va avoir des patterns stratégiques, et là, Mathieu en a plutôt parlé. Des patterns tactiques, il en a un peu parlé, et j'en ai un peu parlé. Et on va piocher des choses. Les patterns stratégiques, ça permet de vraiment organiser, au lieu de résoudre un seul problème, découper ce problème en petits problèmes, parce que tout simplement, c'est toujours plus simple de travailler sur des petits problèmes. Et en même temps, après, on peut le voir que ça permet de binder les équipes ou tout ce qu'on veut. Après, la clean archi, c'est comme l'archi Exa, mais avec plus de choses. Et ça va plutôt permettre de pouvoir designer au sein d'un boolean context, d'un contexte fonctionnel, ton application. Et en gros, ça va te permettre de pouvoir isoler. Alors, si on parle d'archi Exa, ça va être ton hexagone, en gros, ton modèle, tes services métiers et tout ce que tu veux. Les isoler des IO. Les IO, c'est les entrées-sorties. En gros, c'est typiquement tous les outils dont tu vas avoir besoin, une base de données, le file system, etc. Parce que ça va te permettre de pouvoir la tester très facilement. C'est-à-dire que potentiellement, cette partie-là, tu peux juste la développer avec ton framework de test. Et après, tu vas isoler les IO quelque part. Comme ça, là, après, tu vas le tester avec un autre type de test et tes intégrations qui ont une feedback loop un peu plus longue. Et après, tu vas exposer ton hexagone, ton métier à l'extérieur via plusieurs points d'entrée, quoi. Typiquement, tu veux gérer, tu peux ajouter un marqueur d'un point de vue, tu veux un contrôleur web, après tu veux un CLI, admettons, ça te permet de taper de façon différente sur le même use case, quoi. Et ça, c'est l'archi Exa. Et du coup, la clean architecture, ça va un peu plus loin, ça redécoupe plus les choses, quoi. Moi, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de la clean archi. Ce que j'aime plus, c'est l'archi Exa parce que ça laisse une certaine liberté. Et ce que j'aime bien, c'est avoir en gros mon cœur d'application découplé des IO. Ça me permet de vraiment pouvoir les tester et mettre les IO d'un côté parce que je sais que c'est un peu plus chiant à tester parce que typiquement, on veut tester un repository qui va taper sur une base de données. Il faut setup une base de données. Donc, c'est plus long et on n'a pas les mêmes feedback loops. Et tout ce qui va être port primaire, on peut aussi tester ça de manière déconnectée des IO et donc beaucoup plus simplement. Tandis que le DDD, ouais, c'est vraiment autre chose. Et
Donc, c'est 2 sujets différents. Ok. Merci à vous deux. Il est 13h. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Ah, si, il y a Christophe qui nous en fait une dernière. Peut-être qu'on peut en prendre encore une si jamais vous avez un peu de temps. Gherkin, c'est le BDD, c'est ça, hein? Ouais, alors Gherkin, c'est un format qui va permettre via le given when then, de spécifier. En fait, c'est typiquement ce que quand on fait un example mapping, on va illustrer une règle métier. On peut utiliser ce format-là, le given when then. Étant donné quelque chose, je fais une action, j'ai un résultat. Et en fait, c'est pas forcément le Gherkin en soi, parce que ça, c'est un outil. Ce qui va vous permettre de pouvoir définir l'ubiquitous language, c'est plutôt les discussions que vous allez avoir avec le métier. Et c'est la façon dont ils vont parler. Parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment éviter les traductions. Se dire que dans l'app, on met des choses tech, parce que nous, on est tech, etc. Et de l'autre côté, le métier utilise notre langage. En fait, ce qu'il faut, c'est que de ces discussions, se nourrir des mots utilisés et du vocabulaire utilisé par l'expert du métier pour potentiellement écrire au Gherkin et reprendre tout ce langage-là dans votre code base. Et je dirais que c'est valable pour tous les artefacts, tous les outils, hein, les user stories, les wireframes, etc., etc. Chaque fois coller au langage. Ouais. Mais encore une fois, tout ce qu'on a dit, c'est généralement, ça complète, ça ne remet pas du tout en question tous les outils utilisés, hein, bien au contraire. C'est juste propager le domaine, le langage du domaine partout. Tout à fait, ouais. Bon, est-ce qu'on se dit que c'est le mot de la fin pour cette session? J'ai l'impression. Écoutez, en tout cas, de ce que je vois, voilà, Lucas résume bien ce qu'on voit dans le chat. Là, il y a pas mal de bons retours. Merci beaucoup à vous deux, Arnaud et Mathieu, d'avoir pris le temps de faire cette présentation. Là, j'avais laissé le slide de fin. Donc, Arnaud, j'imagine qu'on peut te contacter si on a envie d'en savoir plus, etc. Je crois que Mathieu, tu disais qu'aussi on pouvait aller te voir sur LinkedIn. Etc. Voilà, si ou Slack de la crème. Soit Slack de la crème, soit voilà. En tout cas, pour ceux qui sont sur le Slack de la crème, si vous retrouvez la publication de l'événement, il y aura le lien pour discuter en direct avec Mathieu. Sinon, vous pourrez essayer de le retrouver. Si vous voulez vous regarder ça tranquillos, parce que ça a peut-être été un petit peu vite, sachez que vous allez recevoir un replay par mail. Je crois que d'ici une demi-heure à peu près, ça sera envoyé automatiquement. Donc ça, si vous avez envie s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de revenir. En tout cas, j'ai juste à vous dire maintenant, à vous remercier. On a encore plusieurs dizaines à être ici jusqu'à la fin. Donc ça a l'air d'avoir bien intéressé. Merci pour votre curiosité. Je vous avais fait passer un petit Typeform avec une mauvaise copie d'un ancien Typeform d'ailleurs. Je vous le remets dans le chat. C'est juste que moi, ça me sert un petit peu à comprendre comment faire des webinaires qui intéressent un petit peu tout le monde. Ça me permet, il y a 4 questions, ça va vraiment très très vite. Gabriel, tu recevras le replay. Et puis voilà, sinon il est 13h03, je crois que j'ai jamais été autant à l'heure sur la fin d'un webinaire, donc vous avez bien géré le timing, les gars, je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit pour nous intervenants et puis une bonne après-midi pour tout le monde. Et on se dit à bientôt. Merci. Et merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.